d'applaudir bien fort. Vas-y mon cœur. Merci, je suis contente que je suis ton cœur. Oui. Eh bien, j'en ai reçu tellement ce soir que finalement, je me sens affaibli par ce tant de discours dithyrambiques me concernant. Mais ce qui importe surtout, c'est que vous soyez là, comme chaque année. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Vous le méritez bien. 10 ans. Quelle persévérance. Quelle persévérance. Et nous allons obtenir ce que nous voulons. Même si les autres disent les réparations, c'est pas possible, etc. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que je me rappelle que lorsque nous avons commencé à parler de la déportation et l'esclavage comme crime contre l'humanité avec Maître Manville dans les années 80, c'était de l'utopie. On nous regardait comme des extraterrestres. Heureusement qu'on a insisté. Et surtout, ce qui importe, c'est que il faut que nous nous mobilisions. Parce que nous ne devons pas compter sur les politiques pour faire pour nous. Ils prennent la chose quand ils sentent que le fruit est déjà mûr et qu'il n'y a plus qu'à cueillir. Alors, ils sont là quand même. On ne peut pas les rejeter parce qu'ils peuvent faire légiférer. Mais l'essentiel du travail, c'est nous qui devons le faire. Nous devons méditer, nous devons rencontrer, nous devons nous réunir et surtout nous aimer. Oui, oui, oui. Alors, je vais, chaque année, je fais un petit point historique. Et chacun sait maintenant que la loi dite loi Taubira, elle est due à une mobilisation de toutes les associations, à une persévérance, comme je viens de dire. Et puis, elle a compris que le moment, que c'était, même si elle hésitait, que ce n'était plus nécessaire d'hésiter parce que le moment était venu. Et elle s'est battue. Merci à elle. Et nous applaudissons. Et puis, chaque année, je parle de ce qui a fait que nous soyons dans cet état, que nous soyons encore dans cet état, que nous soyons encore déconsidérés, que nous soyons encore dérespectés. Parce que c'est une chose qui a commencé depuis très longtemps. Et j'ai parlé d'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai parlé de Victor Hugo et l'année dernière, j'ai parlé de Lynch. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, je lirai un petit résumé et puis nous allons continuer. Parce que c'est important de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous faisons et où nous allons. Sinon nous ne pas arriver bon côté. Oui. À défendre. Ou d'accord avec moi. Hein? Oui. Alors, l'année dernière, je disais que Lynch, qui était un propriétaire caraïbéen, d'ailleurs à la Martinique, il y a un endroit encore qui s'appelle Fond ou Lynch, une chose comme ça, il va falloir qu'on se batte pour faire enlever ce nom-là. Oui. Était un propriétaire qui est allé en Virginie en 1712 et qui a dit, qui a fait un discours comme ça. Messieurs, vous savez quels sont vos problèmes. Vous savez quels sont vos problèmes, je n'ai pas besoin de les énumérer. Je suis ici pour vous présenter une méthode pour la résoudre. Parce qu'on tuait tellement les esclaves, on les massacrait tellement que finalement, c'était de la marchandise abîmée. Et lorsqu'il est arrivé sur la propriété, ça sentait le mort parce qu'il y avait des pendus. Et il dit, dans mon sac ici, j'ai une méthode infaillible pour contrôler vos esclaves noirs. Je garantis à chacun d'entre vous une structure correctement, de structurer correctement. Cela va contrôler les esclaves pendant au moins 300 années. Ma méthode est simple. N'importe quel membre de votre famille et de votre entourage peut l'utiliser. Donc il avait une méthode infaillible qui allait durer 300 ans si on l'appliquait correctement. Et nous avons vu que ça a duré 400 ans et ça dure encore. J'ai tracé les grandes lignes de certains nombres de différences parmi les esclaves et je prends ces méthodes parmi les différences et je prends ces différences et je les exagère. L'exagère ces différences. Je me sers de la crainte, de la méfiance,
et de l'envie dans le but de contrôler. Donc on se sert de la crainte des Noirs, des nègres, on se sert de l'envie, jaloux l'un l'autre, nous connaissons ça, et puis on se sert de, qu'est-ce que j'ai dit, de la crainte, de la méfiance. Nous avons dit que nous ne voulions pas faire confiance, nous avons fait n'importe qui étranger confiance. Et de la méfiance et de l'envie dans le but de contrôle. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation des Antilles et cela fonctionnera dans tout le Sud. Prenez cette petite liste simple de différences et réfléchissez-en bien. En haut de ma liste, il y a l'âge. Mais il est là seulement parce qu'il commence par A. La seconde place est la couleur ou le teint. Il y a également l'intelligence, la taille, le sexe, l'étendue des plantations, le statut sur la plantation, l'attitude des propriétaires, si les esclaves vivent dans la vallée, dans les collines, enfin dans l'ouest-l'est, il avait une méthode qu'il avait bien préparée. Et quand il disait la couleur, il s'était arrangé pour que les plus clairs se sentent supérieurs aux plus foncés, que les plus âgés soient méprisés par les plus jeunes. Et maintenant que vous possédez une liste de différences, je vais vous fournir un plan d'action. Alors, ce plan d'action, mais avant cela, je vous assure que la méfiance est plus forte que la confiance, que l'envie est plus forte que l'adulation, et le respect ou l'admiration. L'envie, c'est plus fort que ça. L'esclave noir, ayant reçu cet endoctrinement, sera auto-réapprovisionnant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, il va recommencer les mêmes choses, de gène en gène, de famille en famille, de père en fils, pour des centaines d'années, peut-être des milliers. Écoutez ça bien, peut-être des milliers. J'espère que nous aurons pris conscience avant ça. N'oubliez pas que vous devez monter le vieux mâle noir contre le jeune mâle noir, le jeune mâle contre le vieux mâle noir. Vous devez utiliser les esclaves à peau foncée contre les esclaves à peau claire et les esclaves à peau claire contre les esclaves à peau foncée. Vous devez mettre la femelle contre le mâle contre la femelle. Il faut également que vos domestiques blancs et les contrôleurs se méfient de tous les noirs. Mais il faut absolument que vos esclaves se confient et dépendent de nous. Ils doivent aimer, respecter et ne faire confiance totalement qu'à nous uniquement. Ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Criez oui si ça vous dit quelque chose. Je le répète, hein. Il faut absolument que vos esclaves se confient et dépendent de nous. Ils doivent aimer, respecter et ne faire confiance totalement qu'à nous uniquement. Messieurs, ces kits, c'était des kits hein, qu'il avait préparés, l'Est, l'Ouest, machin, tout était bien fait. Quand on pense que parfois on nous dit que nous sommes parano, lorsque nous disons que ces gens-là ont comploté contre nous, eh bien ils ont toujours comploté et ils continuent de comploter. Nous avons des exemples. Alors, messieurs, ce kit sont vos clés de contrôle, utilisez-le, que vos épouses et vos enfants les utilisent et ne manquez jamais une occasion. Utilisez cette méthode de façon intense et correctement pendant une année. Et les esclaves eux-mêmes resteront perpétuellement méfiants entre eux. Merci messieurs. Signé Lynch. Oui, les Lynch. Et alors ils ont tout fait pour appliquer ça. Je n'ai même pas besoin de répéter ce qu'ils ont fait parce qu'il suffit de voir nos vies. Il suffit de voir pendant quelques années, de regarder notre passé, de voir comment ils ont agi pour réaliser qu'ils appliquent toujours les mêmes formules. Alors je vais continuer. Donc nous reviendrons sur les procédés utiles. Nous avons, après avoir agressé
dresser, saler, casser, programmer, déshumaniser le nègre, l'avoir soumis totalement par la brutalité à l'époque, et puis Lynch qui est arrivé, qui avait une méthode plus brutale, parce qu'il fallait les traiter comme les bœufs, comme les chevaux. Comme les chevaux, ils avaient observé les chevaux, et il fallait dresser la femme, il fallait la filipender de façon à ce qu'elle ait peur et qu'elle emmène son mari et ses enfants à avoir peur. Là, j'ai dit tout ça l'année dernière, je ne vais pas recommencer cette année, je vais vous donner des références si vous voulez. Donc après ça, lorsqu'ils se sont aperçus que l'esclavage allait vers le déclin et qu'il fallait changer encore de formule lorsque l'esclavage serait aboli, ils ont commencé donc après ce travail de déstructuration, un travail de restructuration. Il faut épargner la marchandise, n'est-ce pas? Alors, l'esclavagiste, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est de la paranoïa, je cite les noms et les ouvrages de blancs esclavagistes qui ont écrit. C'est pour ça que nous pouvons légitimement demander des réparations, parce que tout a été écrit par les esclavagistes eux-mêmes. Dieu est grand. L'esclavagiste Pouyen de cette rose, et mes sources sont de Dominique Monotuka, un avocat martiniquais, qui a une association qui s'appelle Ne m'appelez pas créole, et qui a écrit plusieurs livres, dont un, Adieu le Code Noir, qui est là. L'esclavagiste Pouyen de cette Marie, dans son ouvrage de l'exploitation de sucreries ou conseil d'un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies, en 1792, a laissé sur ce crime la révélation des modalités d'opération ainsi que des enjeux et des conséquences de cet esclavage dans le monde, Afrique, Europe, Amérique, Caraïbes, l'océan Indien, Moyen-Orient, Asie, etc. Les commandeurs, à ce moment-là, il leur est recommandé, doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquants de Guinée, parce qu'ils ont fait une différence. Il y avait ceux qui étaient déjà là, qu'on appelait les bossals, je vais vous le dire tout à l'heure, et puis il y a ceux qui débarquaient. Ceux qui étaient déjà là étaient déjà bien formatés, étaient déjà bien créolisés, parce qu'ils appelaient ça créolisé, d'où le terme créole qui est pourtant un nom de crime, un nom criminel. Alors, il disait, les commandeurs, qui débarquaient de Guinée, ils doivent, au contraire, leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont à exécuter, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes, qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger, que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Donc on les créolise d'abord avec douceur, et puis après c'est la cravache. Mais alors la cravache, pour les soumettre, Monsieur Payen de cette Marie, rappelant également que les Africains, après 2 ans de ce travail, ils seront créolisés et ils seront d'excellents esclaves, bien soumis. Cet esclavage se caractérise en effet par le fait qu'il s'accomplit efficacement en procédant à la créolisation des Africains et de leurs descendants, afin que ces esclaves s'adaptent et s'accommodent de sa violence et de sa domination criminelle. L'historienne Florence Gauthier, encore une autre, qui écrit en 1789-1791, dans son ouvrage intitulé « L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur », alors aussi, c'est une blanche aussi qui écrit, hein, décrit le processus lié à cet esclavage, qualifié en 2001 par le Parlement français de crime contre l'humanité. Les esclaves formaient 2 groupes distincts selon la division du travail sur la population sucrière. Les captifs fraîchement débarqués d'Afrique, appelés bossals, travaillaient au champ. Les conditions de travail étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux bossals
pour permettre la réalisation du processus de créolisation qui consistait à transformer des captifs libres jusqu'à leur capture en esclaves travailleurs, ce qui n'était pas simple, parce qu'il fallait leur donner l'impression d'être libres et en même temps, ils étaient capturés et esclaves. C'est pas simple. Et la cravache. Donc il y avait la carotte et le bâton. Ce processus de créolisation était à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des captifs et un apprentissage des rapports maître-esclave du travail contraint de la langue dite créole, ainsi que des formes culturelles encouragées et sélectionnées par les maîtres. Tout ça, je n'exagère pas, ça a été écrit, écrit par une historienne en 1789. L'autre groupe était formé des esclaves créoles, nés sur la place au hasard des rapports sexuels entre les esclaves et entre les libres et les esclaves. Ils étaient destinés aux travaux qualifiés, encadrement des bossales, métiers nécessaires à ces esclaves. Ils apprenaient la langue créole, mais aussi celle du maître. C'était dans ce groupe de l'éducation, le travail, l'affranchissement était possible. Donc, il en est de même pour l'historien Albani Durand, qui dans son livre intitulé « L'esclave avait-il donc une âme ?» La fête servile de la Martinique dans la première moitié du 19e siècle. Alors, quand ils ont fait tout ce schmilblick, il fallait aussi, parce que la culture est importante, et je rends vraiment hommage à nos ancêtres qui ont su conserver la culture, qui ont su conserver la tradition musicale. Et nous avons encore le gros cas, nous avons encore le belay, nous avons encore... Ils ont vraiment résisté, même si on les a créolisés, même si on a voulu les effacer de leur mémoire. C'est pour cela que la culture est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne devons pas négliger la culture, parce que nous avons pu résister grâce à la culture. Alors, le processus de créolisation a été mis en place afin de soumettre plus efficacement les personnes réduites à l'état d'esclaves. Alors, ça a été, le socle a été, grâce auquel les colons ont pu pénétrer leurs crimes contre l'humanité, ils ont effectivement, l'esclavage des Africains et de leurs descendants n'a pu durer plus de 3 siècles, n'a pu durer plus de 3 siècles que grâce à la mise en place que les colons d'un système visant à déshumaniser les Africains déportés et leurs descendants à les dépersonnaliser, à leur faire perdre leur repère de personnes humaines, libres, pour qu'ils acceptent comme allant de soi la place d'esclave au service du colon au sein de la société esclavagiste. Créoliser les esclaves et leurs descendants et son corollaire qu'est la créolité révèle effectivement du crime contre l'humanité. Je vous donne un exemple à propos de la culture. Comment donc au niveau, alors les maîtres organisaient des fêtes et là ils se mêlaient, ça c'était vers la fin, ils se mêlaient aux nègres. Comment le niveau de la fête sera effectué dans cette histoire de fête? Il y aura une œuvre d'uniformisation culturelle, de créolisation, une entreprise de déculturation. La première étape du processus d'asservissement de l'Africain correspond à une œuvre de déculturisation. L'exercice est méthodique et les erreurs à éviter sont méthodiquement soulignées. Et puis alors, on peut commencer le travail d'effacement de son identité, de son statut original. On lui attribue un nouveau nom, une nouvelle famille, celle de son parrain. L'esclave est singulièrement excisé, décapité culturellement. Antiope Gabriel dit nègre danse dans nègre danse et résistance, par la force et la législation mise en place
par l'aristocratie dominante. C'est pour ça que c'est là qu'on déculture, la déculturalisé. C'est, oui. C'est un véritable dressage moral, psychologique auquel il est soumis. Une démarche qui, en assurant de le vider culturellement, garantit le succès de l'instruction qui lui sera donnée et sa rapide adaptation à la vie de l'habitation. Chargée de l'instruction des esclaves, l'Église leur apporte d'éducation que celle qui contribue à les maintenir dans leur état. Chargée de l'instruction des esclaves, l'Église leur apporte d'éducation que celle qui contribue à les maintenir dans leur état. La connaissance de quelques prières simples, la préparation au baptême sont les efforts qu'elle consent. Tout enseignement qui pourrait conduire à la remise en cause du système est proscrit. L'administration, souvent, invite le clergé à redoubler d'efforts en matière d'éducation dans ce sens. Cette politique de vigilance, vigilance pour empêcher aux gens de garder leur culture et de se retrouver et d'être eux-mêmes, doit assurer à la population servile une conduite et des pratiques conformes aux exigences de la civilisation européenne. L'implication de quelques blancs aux côtés des esclaves dans l'organisation des festivités aurait pu être, à terme, l'amorce d'un rapprochement des classes constituant la société coloniale. Mais, hélas, les lectures qu'elle se faisait de la fête étaient diamétralement opposées. Grâce à la culture, ils n'ont pas pu. Ils croyaient qu'on allait s'aligner, mais ils n'ont pas pu. On a gardé les esclaves. Ils n'y voyaient pas que recentrage culturel et religieux, une discipline, les esclaves la considéraient comme un instrument de recentrage culturel et religieux, une discipline chargée de galvaniser l'énergie dans la résistance à l'oppression du système. Et pour les Blancs, la fête ne pouvait être qu'un moyen de maintien de la paix sociale et de la hiérarchisation de la société, un moyen qu'il fallait contrôler, orienter en accentuant sa créolisation. Ils ont effectivement accentué leur créolisation. Ils ont effectivement fait de nous des zombies quelque part. Et on en voit encore parmi même nos intellectuels des gens qui encensent la créolité. Mais ils ne sont pas parvenus à sortir de notre tête, à sortir de nous ce que nous sommes. Donc Racine a bien planté. C'est à nous maintenant de continuer le combat. C'est à nous maintenant de continuer avec notre culture, avec le tambour, de montrer ce que nous sommes, de montrer qui nous sommes, de montrer que nous n'avons pas peur d'être ce que nous sommes nous, et de faire ce travail, parce qu'il n'arrête pas. Hein. D'ailleurs, quand on écoutait tous les propos des ministres tous ces temps derniers, non, pas de civilisation, ils ont des instructions et ils n'ont pas inventé autre chose. Donc, ils ne s'inspirent que de ce qui est écrit. Mais c'est à nous de savoir ce qui est écrit. C'est à nous de prendre ce qui est écrit et prendre le contre-pied, exactement comme quand ils faisaient la fête avec les esclaves et que ces derniers se servaient de ça pour leur donner de l'énergie pour se libérer. Merci. Bravo. Merci beaucoup.